faudrait qu'on m'explique, et je demande ça aux gens, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain génial? Et là, ils ne savent pas me répondre. Vous savez, je voudrais le savoir. Philippe, je voudrais qu'ils puissent me répondre. Solers, la réponse, c'est tous les jeudis, à 20h30, dans une émission sur France 5 qui touche à sa fin. Et je vous remercie d'y avoir participé. Philippe Solers, Céline, aux éditions Écriture. Lisez-le, ça fait 100 pages. Il y a tout ce qu'il faut savoir et comprendre. D'un Céline l'autre. Préface de François Gibault, ça sortira dans quelques semaines aux éditions Robert Laffont dans la belle collection Bouquins. Les 2 livres de Frédéric Vitoux, La vie de Céline, en folio, on le retrouve, hein, c'était une édition complétée en 2005. Et puis, ça aussi, très intéressant, Céline, L'homme en colère, aux éditions Écriture. Les biographies de François Gibault, donc 3 volumes, alors qui détaillent, d'abord c'était la première grande biographie, et elle détaille énormément avec beaucoup de témoignages au Mercure de France. Et puis, alors, ça c'est une merveille, c'est un bijou. Oui. Il faut non seulement le lire, Céline, mais il faut le voir. Alors regardez-le. On a eu la chance que la télévision à l'époque existe déjà et qu'on fasse des grands entretiens comme ça, entre 57 et 61. Céline, donc aux éditions Montparnasse Vidéo. Voilà, merci à celles et à ceux qui m'ont aidé. Ah, attendez, non, si, il y en a un aussi, faites-vous plaisir. Bon, il y a le livre de Bramy qui est très bon, mais surtout ce qui est génial, c'est ça. Céline de Philippe Muret, tel Gallimard, réédité. Et qui l'a publié pour la première ça va, fois. Solers. Ouais. Évidemment. Merci à tous, merci à Priscilla Pizzato, Adrien Solan qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, très belle lecture. Merci encore, messieurs. Plus de livres, plus de lectures sur le site de la Grande Librairie sur france5.fr. Dans un instant... Génération Scarface, c'est le titre du documentaire que nous vous proposons ce soir. Pourquoi, comment le film de Brian De Palma, Scarface, et son héros Tony Montana sont-ils devenus des références pour de nombreux jeunes des cités? La réponse dans un instant. Télévision, partenaire de l'ouverture de la Gaîté Lyrique. Découvrez le nouveau lieu culturel du numérique au cœur de Paris à partir du 2 mars. Retrouvez votre magazine cinéma avec Groupama. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Une occasion en or de se demander à cinéma si cette célébration à date fixe a encore un sens. Dans un pays où les réalisatrices sont des réalisateurs comme les autres, ou presque. Sur le plateau, 5 cinéastes femmes. Laetitia Masson, Julie Berticelli, Brigitte Rouen, Jeanne Labrune et Anne de Petrini. Mais il y aura aussi, tant pis, un homme, en dehors de moi, je veux dire. Un homme, mais alors quel homme? Michel Galabru. C'est cette semaine dans Cinéma, avec un S à la fin, s'il vous plaît. Serge Moiti présente Cinéma le magazine de tous les cinémas, samedi à 17h55 sur France 5. Bonsoir, merci de nous rejoindre. C'est l'histoire d'un film américain méprisé avant de devenir culte. Quand Scarface sort en salle il y a près de 30 ans, le grand public passe son chemin, la critique, elle, sort ses griffes. Trop violent, trop vulgaire, le film évite de peu la censure pour les moins de 18 ans.
Un peu plus tard, l'œuvre devient chef-d'œuvre pour de nombreux jeunes des cités. Ils apprennent les répliques du film par cœur, adulent le héros, Tony Montana, joué par Al Pacino. Qui est-il? Un petit malfrat cubain qui vient faire fortune aux États-Unis dans un trafic de drogue. Un rêve américain qui s'achève dans un bain de sang. Près de 3 décennies plus tard, Tony Montana resterait une référence dans les banlieues. C'est le point de vue que va défendre le documentaire que nous allons découvrir. Voici Génération Scarface, réalisé par Sylvain Bergère. Il peut tuer. Ok, je raconte ma vie. Je suis parti de rien. Ça, je le sais. Je n'ai aucune instruction. Mais c'est rien, ça. J'ai tété la rue. Et je me fais plein des bonnes relations. Si j'ai la femme qu'il faut, rien ne peut m'abattre. J'irai tout droit jusqu'en haut. C'est des héritages, comme je t'ai dit à la Courneuve, qui appartiennent aux gens de la rue. Ça, c'est à eux. C'est leur cinéma, ça. Ça, c'est pour nous. Ça fait partie, tu vois, des personnages qui, à un moment donné, moi, dans ma vie, ils ont eu de l'influence sur moi. Moi, j'aime Tony. J'aime Tony. Scarface, c'est... Regarde-moi, c'est bling bling. Je prends ça, je fais ça. Je veux pas blasphémer, mais on va dire un peu, c'est la Bible la banlieue, on va dire. Je pense que ce qui est pertinent, ce serait que les responsables politiques regardent Scarface. C'est une force de vouloir s'en sortir. On peut toujours parler du rap sans parler de Scarface, mais ça sera moins drôle et ça sera partiel, parce que c'est quand même un des... En tout cas, pour une partie du rap hardcore, comme on dit, ou du rap de rue, c'est une référence incontournable. On veut plus Scarface, mourir Scarface, mange Scarface, la classe Scarface, la course à la fraîche, avec ou sans cesse, refaire Scarface, un guigui dans la pêche. Pourquoi c'est un mythe ce film? Parce que c'est l'ascension d'un pauvre, d'un quartier de Cuba, par le trafic au plus haut niveau. Hein. Celui qui était rien devient tout. L'histoire de Tony Montana, c'est l'histoire d'un homme qui refuse le lot qu'on lui a donné, qui refuse le destin avec lequel il est parti. Scarface, pas la version des années 30 de War Dogs, mais celle des années 80 de Brian De Palma, est effectivement un film qui a traumatisé une génération de banlieusards d'abord et de rappeurs ensuite, parce que c'est le film auquel se sont identifiés à peu près tous ceux qui sont devenus les acteurs du rap des années fin 80, début 90, parce que c'est l'image du bandit d'honneur, du type énorme, et aussi de celui qui, même s'il est un terrible meurtrier qui finit quand même très mal, a un côté sublime, un côté un peu Robin des Bois, enfin Robin des Bois du ghetto quand même. Tout le monde aime le personnage, pourquoi? Parce qu'il est fou, parce qu'il est un peu violent, il est un peu agressif. On déconne pas avec Scarface, parce que sinon il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Et ça donne un sentiment de respect à ceux qui le voient en se disant... Waouh, ça c'est le real deal. Non, ne me tue pas, je t'en supplie. Je vais pas te tuer. Oh mon Dieu, merci. Debout, dis pas merci. Merci. Manolo, oui? Tue cette merde dégluante. Non, non, non. Oh! Chaque génération s'accapare le film, mais en fonction, elle va chercher ce qu'elle a envie de chercher. La première génération l'a pris de but en blanc. C'était l'émigré qui réussit, qui monte à la force de soi-même. Nous, ça a été plus le côté argent, les trentenaires. Moi, je voyais des sacs de billets à la banque, je me disais, mais je veux ça. Je veux ouvrir mon compte en banque avec un sac de billets. Pour moi, c'était tout à fait possible.
Après, l'autre génération, non, c'est vraiment règlement de compte, Tony a tué Mani, d'ailleurs, c'est le titre d'un morceau de rap. C'est ça. Si tu demandes à un jeune aujourd'hui, de 14 à 20 ans, est-ce que tu as vu Scarface? Il va te dire oui de prime abord. Tu grattes un petit peu, tu te rends compte qu'il l'a pas vu. Il a vu quelques scènes un peu cultes. Et la scène culte pour eux, moi j'ai posé la question à chaque fois, mais c'est la tronçonneuse. C'est la scène de la tronçonneuse. C'est pas quand Tony arrive à Cuba, quand Tony sort avec Elvira ou quand Tony vient de boss. Non, c'est la scène de la tronçonneuse, c'est la violence. Ne me prends pas pour un voyou, mec. Je suis pas une pute qui vole. Je suis Monsieur Montana Tony, prisonnier politique renvoyé par Cuba. J'exige mon putain d'asile politique. Maintenant, c'est le président Jimmy Carter qui le dit. OK? On s'accroche parce que ce bonhomme-là, il arrive. On sait que il arrive, il est là-bas aux États-Unis. C'est un peu comme moi, j'arrive, je suis en France. Donc là, on se saisit à cette bouée-là parce qu'on se dit, on s'identifie tout de suite. On se dit, ce bonhomme, il est comme nous. On s'identifie à Al Pacino, même s'il est cubain. C'est voilà, c'est un brun, nous on est brun. Pommade, il arrive avec la pommade, voilà, on s'identifie à lui quand même. C'est un film qui parle effectivement aux immigrés de tous les pays, qu'ils soient noirs, arabes, cubains, italiens. Il y a un côté, je viens d'ailleurs, mais je viens faire mon trou ici, et ma vie est ici, et je veux trouver cette légitimité dans ce pays de rêve ou de cauchemar qu'est l'Amérique. Mon premier contact avec la France, c'était le 14 juillet 1994. Et on atterrit à La Courneuve, à Ravel, un immeuble qui a été détruit qui s'appelait Ravel. Et je vois la voiture, elle s'arrête, je demande à mon beau-père, j'ai 12 ans, je me rappelle, et je lui demande, est-ce que c'est ici qu'on jette les ordures? Il m'a dit, non, on habite ici. Voilà mon premier contact. Et je suis rentré dans l'ascenseur, il puait la pisse, pour dire le mot exact. On est monté. J'avais du mal à respirer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais encore du mal à respirer. Et correctement. Et j'ai appelé mon père, j'ai dit, viens me chercher. Il m'a dit, tu vas t'habituer. Voilà, c'est mon premier contact avec la France. Vénère depuis l'enfance, parano, on n'a aucune confiance. En guerre contre la chance, en état d'urgence. 24 sur 24 et chaque jour on vit dans la violence. Vénère depuis l'enfance, parano, on n'a aucune confiance. En guerre contre la chance. Trahi par la vie, j'ai grandi avec le vol, la drogue et tout un tas de conneries. Et oui, orphelin, tu dois te débrouiller. Que ça part en couille, courir vite sans te faire couiller. C'est ça. La Courneuve, territoire de danger. Des fauves affamés et chacun doit manger. Y'a des mecs, des bons, des mauvais. Là-bas, tu vis, tu pleures, tu meurs. Vénère depuis l'enfance, parano, on n'a aucune confiance. En guerre contre la chance. Il arrive, il est dans un camp de réfugiés. Nous, on arrive, on est dans des cités. Tu vois, tu prends la parallèle. T'as pas trop accès à Paris. Tu vois, discothèque, tu te fais recaler, là-bas c'est trop cher, là-bas c'est ceci, cela. Donc, on fait tout pour que tu restes chez toi. Après, il faut que tu t'organises chez toi. Après, peu importe la manière. Tu vois, ça peut passer par le deal, par le vol, par même... Il n'y a pas que ça, hein. Tu peux faire du sport, tu peux aller travailler quand même, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Mais après, il a fallu s'organiser. Développer, comme ils disent, une économie parallèle qui arrive à faire vivre des familles, des trucs comme ça. On a connu les camions qui arrivaient au plein milieu de la cité, qui s'ouvraient, allez, frigo pour tout le monde. Et je te garantis qu'il ouvrait le camion en une demi-heure, c'était réglé. Mais c'était le seul moyen pour ces familles-là de se payer leur premier lave-vaisselle ou leur premier lave-linge. Dès le départ, tu vois, les premières scènes où il arrive, en mode il est un peu clochard, ça, il voit des belles nanas, elle le regarde pas, elle regarde que les décapotables. Ouais. À partir de ce moment-là, il a su qu'il allait jamais travailler de sa vie et qu'il allait être que dans l'illégalité. Cogno, regarde ça. Putain d'oignon. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Voilà, elle veut tout dire cette phrase. C'est... Ça, c'est là. Elle résume. Si tu veux, elle résume la frustration que tu peux avoir quand t'es issu d'un milieu défavorisé ou tout simplement quand t'as des revenus modestes. Ouais. Elle résume toute la frustration que tu peux avoir face à la société de consommation. Il est attachant. Tu vois, il est attachant. Quand il dit... Moi, cette phrase-là, elle me tue. Quand il dit, ces mains-là, ils sont faites pour l'or, mais elles trempent dans la merde. Il est en train de faire la vaisselle, tu vois.
Et cette phrase-là, voilà. Il vient de rien, il a les mains dans la merde, alors qu'elles sont faites pour toucher de l'or. Et il le sait très bien. Il le sait très bien qu'il peut y arriver. Mais il va se donner les moyens pour y arriver, intelligemment. Parce qu'il est intelligent, Tony. C'est qu'à la fin qu'il commence à se saler, mais il est très intelligent. Il sait avec qui il faut parler, quand il donne ses 2 kilos gratuits, alors qu'il a rien. Il se bat pour 500 $. Il donne 2 kilos de coke. Il sait ce qu'il fait. 2 kilos. Mon ami Angel, ça lui a coûté la vie. Voilà le pognon. Moi, je fais cadeau. Il faut rien attendre, c'est-à-dire qu'on te donnera rien. Il faut tout aller chercher. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce que traduit Tony Montana quand il fait sa montée en puissance dans le truc. Absolument. Vous avez vu le film Scarface? Ouais. Qui l'a vu? Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu? Bah venez voir alors, viens. Pourquoi y a quoi? Parce que c'est un reportage sur le film Scarface, c'est ce que vous en pensez en fait. Ah mais moi je parle pas. Ah bah là... Non mais moi je parle pas, juste... Qu'est-ce que... D'accord, alors qu'est-ce que t'en as pensé de ce film-là? C'est un film de fou, c'est tout le monde qui a regardé dans la cité. C'est-à-dire? Quand on était petits, on a regardé ce film-là. Et alors? Qu'est-ce que t'en as... Qu'est-ce que t'en as retiré? On a retiré que des bonnes leçons de toute façon de la cité. C'est quoi la première leçon que t'en as retirée? La première leçon, ouais. C'est il faut compter sur personne, il faut compter sur toi-même. Et penser à ta famille, c'est tout ça. D'accord. Et c'est tout, point final. Et comment tu traduis ça Je traduis ça, rien du tout, c'est bon. Tony Montana est un entrepreneur à l'américaine qui a tout compris au rêve américain, à ce qu'il faut faire. Le seul problème, si on peut dire, c'est que tout ce qu'il fait est illégal. Mais sinon, c'est vrai que le cursus qui suit, c'est le même que celui d'un homme d'affaires de Wall Street, un trader, sauf que c'est illégal. Bon, je sais pas si ce que font les traders est toujours légal, mais en tout cas, il y a une apparence de légalité. Il est dans une société où, à quelques années d'écart, le même Oliver Stone écrit Wall Street. C'est aussi la même problématique de, à partir du moment où j'ai l'argent, j'ai le pouvoir, il n'y a plus rien qui m'arrête. Le thème central, c'est le self-made man. C'est le type qui n'était rien et qui devient puissant. Et qui devient puissant par des voies illégitimes. Parce que comme l'a bien montré le sociologue américain Merton, la frustration, elle peut effectivement susciter ce désir de réussir, même par des voies illégales. Quand on ne fait pas partie du sérail, on est tous le petit bougnoul qui veut arriver à exister. C'est des ultra-capitalistes sans thune. Ça veut dire qu'ils ont 2 fois plus faim. Ils sont capables de faire 2 fois plus de choses pour avoir les pépettes. D'où la violence. Scarface, c'est la conteuse à billes. De nos jours, quand on attrape 1 million d'euros dans une cité pour pas citer la ville, mais on parle que de la trieuse. C'est l'argent qui fait le pouvoir, tu vois, et aujourd'hui, ça se vérifie encore, tu vois. Ça se vérifie encore. C'est-à-dire, tu peux être comme ça, moi je suis avec mon corps, tu vois, je suis tout fin, nanana, mais si j'ai de l'oseille, je vais aller vers, je sais pas, à Porte de la Villette, je vais te trouver un Russe ou un Ukrainien, tiens, voilà 300 €, repasse-moi celui-là, tu vois. Et toi, tu vas me respecter parce que tu sais très bien, voilà, j'ai les finances qui vont avec. Hé, Russell, avec qui, pourquoi, quand et comment je baisse, ça ne te regarde pas, ok? Alors ça y est, tu parles, poupée, ça j'adore. Vas-y, envoie la sauce. Je ne suis pas votre poupée, je ne suis pas votre poupée. Ouais, pas encore, mais faut me laisser le temps. Elvira, c'est l'image de l'Amérique. C'est l'image de cette société un peu développée, de ce rêve américain qui est complètement là-dessus. Une blonde, belle, magnifique, ça va, ayant les codes, sachant se comporter. Voilà. Et il lui a dit « je te veux et je t'aurai ». De toute façon, que tu le veuilles ou pas. Et c'est ce qu'il a fait avec l'Amérique d'ailleurs aussi. Un fumier m'a touché juste sous les coups. Rien de méchant. De la petite bière. Oui, de la petite bière. Et le gars qui me poursuivait, je vais des balles. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'ai maté son livre, mais j'en ai rêvé. J'ai rêvé, bien rêvé, et de ce putain de cul qui descendait du ciel pour arriver jusqu'à Tony Montana. Et à ce moment-là, je ne connais pas un seul mec à la place de spectateur qui ne veut pas être Tony Montana. C'est évident, quoi. Et ensuite, on s'aperçoit que c'est juste une petite salope qui ouvre ses cuisses au plus burné. À force de travail, j'ai eu ça. Faudrait pas l'oublier. C'est dommage que personne ne te l'ait offert. Tu aurais été peut-être plus vivable, en tout cas.
La maison de Scarface qui est quand même fantastique. Quand on la voit, on fait « Waouh, la baraque !» Et après, je l'ai revu avec une copine qui était un peu dans le « Oui, moi j'aime bien que ça soit bien rangé de ça à la maison », qui a dit « Mais attends, c'est une maison de merde. Mais comment tu peux avoir autant de mauvais goût et être autant ringard avec autant, quoi ?» Donc tu vois, l'opulence, c'est pas un signe de bon goût. L'opulence n'est pas un signe de bon goût ou de... L'opulence, c'est un signe de réussite. Quand une personne, comme je sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Guéla, ou je ne sais plus, qui dit quand on n'a pas une Rolex à 50 ans, c'est qu'on a raté sa vie. Effectivement, c'est l'argent qui est roi. Cette espèce de fascination pour l'argent et le clinquant, qui est le propre des gens qui viennent du ghetto, hein, comme dirait un fameux rappeur français, comment mépriser l'argent quand on n'en a pas. En fait, c'est quelque chose qui montre que on a envie des richesses matérielles, on a envie de les montrer. Les bluesmen étaient pareils, hein, avec les dents en or, les bagues, ces gens, voilà, j'ai de l'argent, je montre ma réussite sociale tout de suite. Là, quand vous me voyez, vous savez que j'ai réussi. Alors bon, le bling-bling, c'est vrai que quand on voit Tony Montana qui commence à s'acheter des beaux costumes italiens avec les petites chaînes en or, on est dans cette logique-là, on est dans la logique le mec du ghetto qui veut montrer qu'il n'est plus le gdu qu'il était, le gars qui a des habits troués, mais il a changé de niveau. On le voit, il est devenu quelqu'un qui pèse. Tous les quartiers de France en révolte, les départements en révolte. Tous les quartiers de France en révolte, les départements en révolte. La dernière fois, je regardais les journaux, une petite parenthèse, et on parlait de location de voitures de luxe. Ça marche beaucoup en banlieue, ça. Mais ils disaient qu'ils avaient contrôlé 70 voitures sur les Champs-Élysées, des Ferrari, tout ça. Et je suis désolé, mais les rappeurs, c'est les rappeurs qui véhiculent ce truc-là. Parce que, à part une location, des Ferrari, j'en vois pas tous les jours, moi. T'es là, ok, tu me montres une BM, mais non, mais t'habites où? T'habites dans une cité. Et chez toi, il y a de la moisissure sur les murs. Pourquoi moi je devrais vivre comme un rat? Pourquoi j'ai pas le droit d'aller dans les Caraïbes? Pourquoi j'ai pas le droit de rouler en bestiaux, avoir une bête de voiture? Pourquoi j'aurais pas le droit de ça? Maintenant, je vais me donner les moyens. T'as deux options. C'est soit tu fais partie des gens qui donnent des ordres, ou soit tu fais partie des gens qui obéissent aux ordres. Et moi, t'as vu, si j'ai décidé de pas être un négro de seconde classe, c'est pas pour obéir aux gens. J'ai décidé, moi, de donner des ordres aux gens. C'est-à-dire que, je vais pas dire que j'en ai chié, en tout cas pas dans la rue. J'en ai chié, ouais. T'en chies quand t'as une paire de menottes, quand tu peux plus bouger. T'en chies quand t'es enfermé dans un 2 mètres carrés en GAV. T'en chies quand t'es au dépôt, quand t'es dans le quart cellulaire, quand t'es en prison. Là, ouais, t'en chies, là. Mais après, encore une fois, j'en ai moins chié que des gens qui étaient en prison, qui n'avaient pas d'argent. Parce que c'est là où tu vois encore la différence. C'est que même quand t'es à l'intérieur... Il y a la différence entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Si t'as pas de sous, c'est encore le même combat. Bon, maintenant, le problème qui se passe, c'est que t'as beau avoir le talent, ce que tu veux, aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas le talent qui vend. Ça veut dire que moi... J'ai, depuis la prison, gambergé à une idée pour faire exploser tout le monde en une seule fois. C'est là que j'ai décidé de faire la BO de Scarface. C'est un truc que j'avais dans la tête. En prison, après, j'ai parlé avec des mecs de chez moi. Et ils m'ont dit, vas-y, ok, on va faire comme ça, comme ça. Je suis paranoïaque, ils veulent tous ma peau depuis que je suis devenu quelqu'un. Que je palpe les thunes et soulève n'importe quel temple. Bande de putas, jamais sans ma coca. Mais je flippe, je me fais des tripes. Cet enfoiré de sauce, ça veut me pendre par les tripes et j'en dors plus. Sniff après sniff, en perdant ma part d'humanité. Kiff après kiff, je me prends chiffre après chiffre. Des caméras ennemies cassent à mes raisons. Peur de la trahison. Moi, la musique, j'en fais à mes heures perdues. C'est un loisir, la musique. Je me détends avec la musique, juste histoire, comme il me disait le procureur à la 36e chambre à Paris, que c'est une couverture, ils appellent ça. Moi, c'est pas une couverture. Moi, c'est mon loisir.
Le problème, c'est qu'on a tendance à considérer que, justement, le trafic peut enrichir et faire vivre non seulement une personne, voire sa famille, mais tout un quartier. Hein. Et alors que la réalité observable, c'est des smicards du business. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont des petites mains, qui gagnent, qui gagnent éventuellement, mais pas longtemps, ou éventuellement pas beaucoup. En tout cas, pas au point de s'enrichir. Et d'où le mythe, alors on pourrait dire l'effet pervers du mythe de Scarface. Hein. C'est-à-dire que l'effet pervers du mythe de Scarface, c'est penser que quand on s'implique ou on s'engage dans le trafic, on va devenir Scarface et on va gagner de l'argent. Et lorsqu'on entend les pouvoirs publics, le ministère de l'Intérieur ou éventuellement les médias, Claire Chazal, parler de l'économie souterraine, eh bien, ils redoublent en quelque sorte le mythe en disant oui, dans les quartiers, on peut gagner beaucoup d'argent, les gens s'enrichissent et voilà ce que fait la police. Alors que c'est faux. Toi qui perds, Plante. Moi, je vais posséder ce qui me revient. Et qu'est-ce qui te revient à toi, Tony? Le monde, Chico. Et tout ce qu'il y a dedans. Alors peut-être que justement, un des trucs dans les quartiers que n'ont pas certaines personnes qui viennent de centre-ville ou de milieux, je dirais, un peu plus aisés, c'est quoi? T'as une force, t'as envie de tout bouffer, quoi. T'as envie de tout niquer. Ça, c'est clair que tu l'as. Alors parfois, tu le canalises, t'arrives à le canaliser. J'ai eu la chance de pouvoir le canaliser. Et puis t'as d'autres gens qui n'arrivent pas à le canaliser. C'est sûr. C'est vrai que c'est pas facile, tu vois. Moi, ma petite sœur, elle a voilà les diplômes, elle a un master de droit, tu vois. Mais pour trouver un taf, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire, des fois, tu te dis, mais est-ce que vraiment, ces trucs-là qu'on nous apprend depuis qu'on est petit, est-ce que ça vaut le coup, tu vois? Après, c'est une question de morale, c'est une question de patience, c'est une question de plein de trucs. Mais je te dis la vérité, en tout cas, quand t'es un homme, et que comme Tony, il l'a fait dans son film, il parle à une femme qu'elle ne le regarde pas, mais qui regarde le mec qui passe à côté en décapotable, tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Et si dans ton environnement, t'as tout ce qu'il faut pour faire du fric, s'il est sale, voilà, tu vas y aller. Après, ça a tes risques et périls. Ce que demandent les gens, la plupart des gens dans les quartiers populaires, c'est pas de la discrimination positive, hein, c'est pas du social ou quoi. Ce qu'ils demandent, c'est d'être reconnus à leurs propres compétences. Et au bon niveau de leurs compétences. Voilà. Donnez-moi ma chance. Tu vois, quand tu vois, dans tous les films, tu vois, donnez-moi ma chance. Même Tony le dit à un moment. Mais donne-moi ma chance, il va avoir un truc qui dit, donne-moi ma chance à Lopez. Et tu verras ce que je fais. Ok, on va te donner ta chance. Viens, on va te donner un petit boulot, on verra ce que tu vaux. Le mec, il lui fait le petit boulot au soir. Ok, bah vas-y. Continue. Je te parle de ça dans le monde de l'entreprise, ça devrait être comme ça. Donnez-leur leur chance. Et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Dans le milieu que j'ai grandi, c'était facile de dévier, tu vois. Et je remercie Dieu parce que il y a des fois, je suis parti faire un graphe le soir ou taguer ou j'en sais rien. Je suis revenu le lendemain, l'autre il était en prison. L'autre il est mort. L'autre il lui arrivait ceci, l'autre il lui arrivait cela. Et je sais très bien que s'il n'y aurait pas eu le graffiti, j'aurais été avec eux ce soir-là. Dans la voiture, où il y a eu l'accident, ou tu vois. Quelque part, moi, le graffiti, il m'a enlevé. Il a réussi à m'enlever de tout ça. Tu vois. Au début, on nous traitait. Maintenant, mes potes, ils me disent, ah putain, j'aurais fait du graffiti moi aussi. Tu vois, parce que quand ils nous voient dans le Parisien, pour une fois, pas la rubrique fait divers, mais dans la rubrique la culture, tu vois, c'est bien. Tu vois. Je suis issu de cette génération. Dans la peau de Tony. Génération Scarface. Tu sais pourquoi on compte plus de 99% d'échecs. Génération Scarface. On danse, on se défonce pour éviter la souffrance de nos pas. Des potes à moi à l'époque qui se gavaient dans le deal et qui savaient pas encore qu'ils allaient prendre beaucoup. Ils n'arrêtaient pas de nous chambrer, ils nous disaient mais vous êtes vraiment des galériens quoi. Vous êtes là, vous faites des graffitis, vous faites courser par les flics, vous payez des amendes, vous faites serrer, enfin que des problèmes quoi. Quand est-ce que vous allez vous mettre à faire du fric quoi? Je dis, ah, tu verras plus tard, fais confiance au truc, tu verras. Puis 20 ans plus tard, tu les vois, et les mecs qui viennent te voir et disent genre ah ouais c'est bien les mecs, vous avez pas lâché, vous avez continué votre truc. De toute façon on vous a toujours dit que ça allait marcher. Hein. Mon père m'a toujours dit que si tu vas en France, Montgomery, il va falloir que tu travailles 3 fois plus pour que tu aies la même chance que les autres. Je ne le comprenais pas à 12 ans. Mais une fois que je suis sorti de l'école, j'ai vite compris ce que mon père voulait me dire. Si je rechie comme un lion, c'est que je compte pas me laisser faire. Je suis pas un mendiant, je suis venu prendre ce qu'ils m'ont promis hier. Même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2
fois plus de coups avant de pouvoir la savourer. Je prendrai 2 fois plus de coups, les pièges sont nombreux. Il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Ce qui me marque le plus, c'est justement quand tu vois le ballon dirigeable dans le ciel et que tu vois que c'est fort. Moi, c'est plus même que les scènes où ça défouraille, où ça tire dans tous les sens. Bien sûr, j'aime bien, mais moi, ce qui me marque le plus dans le film, c'est ça. Qui, pour moi, symboliquement, est fort. Et quelque chose de fort. Je pense que sans la musique, mon destin aurait été très dramatique. Je ne peux pas dire à quel point, parce que j'ai perdu beaucoup d'amis à l'époque. On faisait un tas de business, un tas de trucs. Il y en a beaucoup qui sont plus là aujourd'hui, qui sont morts, soit par balle, soit par overdose, soit par des histoires très tragiques. Tout le monde a eu sa dédicace, il n'y a pas de jaloux. C'est quelque chose qui aurait pu m'arriver à moi aussi, parce qu'on était un peu dans le même sillage. Et je pense vraiment que la musique, le rap, puisque c'est celle que je pratique particulièrement, m'ont sauvé de tout ça. Ça va, Mel? Tu vas bien? La forme? Et ouais, tout ça, c'est les gens que je connais sans la musique, tu vois. Il n'y avait pas de musique et quand je le vois, je vois son fils, ben voilà, ça me fait grave plaisir, quoi. C'est cool. Ça, c'est la relève du meilleur, en fait, de ce qu'on veut, tu vois. Son père, voilà, même moi, mon fils. Bon, il y en a plein qui n'ont pas eu leur père à côté d'eux. Moi, c'est mon cas. Bon, le fait que je sois là, ça me fait penser à ça. Mais bon, ça me fait plaisir que je suis avec lui. Il parle beaucoup sans savoir qui je suis, sans savoir réellement, ouais, vraiment qui me suit. Certains détestent sans savoir pourquoi. Quand t'écoutes tes premiers CD, pourtant t'entends leur voix. L'histoire est belle, mon âme encore, le label, on a travaillé, bataillé pour voler de nos ailes. On sort interdit en radio, premier succès. Première couverture, voulant dire qu'on était prêts. Baïef, Iso, Alino, Swatter, Sergio et moi-même dans le même bateau. Beaucoup avaient du mal avec notre rap de rue. Trop dur, trop cru, personne n'y avait cru. Mon premier album, écrit dans le cachot. On s'est tous mis d'accord pour sortir le métier chaud. Je me rappelle qu'Olivier Cachin était perplexe. RER et d'autres magazines, on faisait pas complexe. Viens avec nous, lève la main, lève le poing. Ça fait une solide, viens avec nous, lève la main, lève le poing. Ce parcours, c'est pour les miens, si t'es comme nous, c'est pour les tiens. My love, no contesting. I need a second. Let's go, man. I can be done, but I'm not done. There's something leaking in your mind. Don't look too good for you. Mais il y a une éducation de la rue parce que à la maison, tes parents sont pas tout le temps là parce qu'ils travaillent, ils triment. Donc faut me dire où tu vas chercher ce que j'appelle le trésor de la vie, ton savoir, tu vas le chercher où. Et ça va être sur Internet, ça va être les potes avec qui tu vas traîner, ça va être les films que tu vas voir, ça va être les séries que tu vas voir à télé. Et c'est là que tu vas commencer à grandir et tu grandis avec ça. C'est le quartier qui m'a donné des valeurs de respect, des codes à respecter, à devenir un homme, à avoir une parole, à la respecter. Hey. Donne du respect si tu veux qu'on te respecte, gros. Quand tu me serres la main, regarde-moi dans les yeux, gros. Obligation d'assumer tes paroles, gros. C'est ce qui fait la diff entre un lâche et un homme, gros. Refuse pas son grec à un frère qui a la dalle, gros. Et tu dois aider ton sauce quand ça se tape, gros. Ne jamais baisser son survêt pour du cash, gros. Au téléphone, ne jamais donner de place, gros. Ne pas trahir un pote pour une tasse, gros. Être réglo et discret dans les affaires, gros.
Honneur oblige, s'acquitter de ses dettes, gros. Faire son bis en dièse 31 dièse, gros. Car les murs de la cité ont des oreilles, gros. Prends ta famille pour repère, donne à ton fils un modèle. Et ne laisse personne insulter ta mère, gros. N'oublie jamais d'où tu viens, gros. Ne regrette rien, fais honneur au tien, respecte les anciens, gros. N'importe qui va dans une cité, c'est que si tu vas à côté des codes, bah, je dis pas que t'es mort, mais en tout cas tu t'en prends plein la gueule, quoi. Une fois que tu connais les codes, il n'y a aucun problème. Tu n'auras jamais aucun problème dans aucune cité si tu as ces codes-là. J'ai jamais baisé un mec une seule fois dans ma vie, sauf si ces caves les méritaient bien. Tu notes ça? Sur cette ételle, moi je fais confiance qu'en mon manche et en ma parole. Elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair? Le monde des cités, c'est tout sauf un monde anomique. C'est tout sauf un monde qui serait régi par l'anarchie, l'absence de règles, l'absence de code. Au contraire, c'est un monde qui est extrêmement codifié, extrêmement hiérarchisé, mais dont en quelque sorte la grammaire échappe largement et aux classes moyennes dominantes en France, statistiquement, et aussi aux élites qui n'ont pas grandi dans ces quartiers et en gros connaissent pas les différences entre les petits, les grands et les vieux, par exemple. Moi je crois beaucoup au socle familial. C'est ce qui dans un quartier populaire, bonjour, ça va. Dans un quartier populaire, c'est ce qui te tient debout, si tu veux. Tu vois, et c'est bien le message qu'a voulu envoyer d'ailleurs Tony Montana, avec toutes les conneries qu'il fait, sur lesquelles on n'abonde pas, sur ses trafics et autres. Il veut quand même pour sa sœur, celle qu'il aime le plus dans le film, il veut qu'elle se marie avec un notable, quoi, ou un avocat, ou un juge, ou un médecin, ou autre. Pas du tout qu'il se marie avec un type qui lui ressemble à lui. Surtout pas, quoi. Parce que lui, c'est vraiment... lui, si tu veux, il a brassé la merde pour que les autres puissent vivre tout à fait correctement et tout à fait dans les règles. C'est des Cubains comme toi, Tony. Ils font mauvaise réputation pour notre peuple. Un peuple qui est venu ici pour travailler dur et pour bien gagner la vie. Un peuple qui envoie ses enfants à l'école et qui paye ses impôts. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton fils! Fils? J'aimerais en avoir un. Et c'est une merde. Ouais, c'est violent dans le sens où voilà, on est tous proches de notre mère. Et je pense que quand la mère elle renie son enfant, je crois que c'est vraiment un seuil qui est atroce en fait. Moi, je m'imagine pas, j'arrive pas à imaginer un jour où ma mère elle me renierait, par exemple. C'est clair, parce que lui, il partait ça partait d'un bon sentiment. Voilà, il partait d'un bon sentiment. Il voulait sortir sa famille de la merde. Et au final, sa mère ne voulait pas. Elle a réagi en tant que mère. Elle veut pas voir son fils trempé dans la merde pour la sortir elle. Pour elle, c'est illogique, c'est pas normal. On a un peu tous des mamas comme ça, tu vois. Nos mamans, elles sont pas là en train de nous dire allez faire du cash. Non, du tout, tu vois. Bande de drogue, ça. Non, c'est pas ça. Une mère n'encouragera jamais son fils dans l'illicite ou dans le mauvais chemin. Quoi qu'il arrive, elle a pour but de mettre ses enfants, c'est même pas son fils, c'est ses enfants dans le droit chemin. Voilà. C'est pour ça que la scène où sa mère elle le renie, ça fait mal au cœur, mais c'est une réalité. Ça arrive partout. Il y en a beaucoup qui se sont sentis concernés. Ils se sont dit putain, je vis la même chose et tout. Il y a beaucoup de dealers aussi qui ont regardé le film. Donc ils se sont clairement vus dans cette scène. En train de se dire putain, ouais, moi c'est la même chose et tout. Voilà, et ça leur a fait deux fois plus mal parce que là ils l'ont vu par image. Donc c'est clair que ça atteint. La plupart des gens qui sont venus ici, qui peuplent ce pays, ces parents qui essaient d'éduquer leurs enfants à force de travail, après 8 heures ou 10 heures de travail à l'usine, d'un travail harassant, physique, dur, où ils ne peuvent pas appeler, où ils ne peuvent pas demander de nouvelles de leurs parents, ces gens-là sont profondément honnêtes. Et moi, j'ai jamais vu autant d'honnêteté que dans ces milieux-là, dans ce milieu populaire. Tony va essayer de développer une ligne familiale en étant le père de sa sœur, en épousant cette femme qui est tout ce qui le fait rêver et tout ce qui est désirable dans l'Amérique. Il est évidemment totalement incapable de mener ça à bien. Pas seulement parce qu'il a le nez et les oreilles dans la coke, mais parce que fondamentalement, il a été déraciné dès le départ et qui répète, je pense, ce déracinement. Tony! Qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Ta gueule! Mais enfin, calme-toi, on faisait rien là-dedans! Putain, non, attention! Je t'emmerde, sale con, Écoute-moi, ça va pas se passer comme ça, hein? Espèce de petite salope! Comme on dit, la famille, c'est la famille. Hein.
On est tous comme ça, les hommes. C'est le petit côté macho qui nous reste de l'époque. Parce qu'on veut toujours protéger, tout surprotéger. C'est clair qu'on se rend même pas compte qu'elles grandissent aussi. Et donc, voilà, ça va vite. Mais bon, nous, dans notre tête, c'est toujours la petite sœur. Et même pour nos parents, malgré qu'on a 30 ans, 40 piges, tu restes mon bébé. De toute façon, tu peux dire ce que tu veux, nanana. Et on est pareil, en fait. C'est totalement pareil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frères qui ont, on va dire, de la surveillance rapprochée, la surveillance traîtrise et tout. Voilà, c'est vraiment pas pour énerver les sœurs, c'est par amour. Mais ils l'expriment mal, en fait. Tu peux avoir une espèce de parallèle, mais je pense que le parallèle dans Scarface s'arrête très vite. Parce que Scarface, t'as le côté en effet fiction, t'as le côté dope, et ça souvent on oublie. Mais la fin de Scarface est terrible, quoi. La fin de Tony Montana est terrible. Tony, il y a un grand questionnement. C'est, tu as le monde, à quoi ça sert? Si on oublie la fin de la vie de Scarface, on passe effectivement à côté de, je ne sais pas si on pourrait dire le message, mais en tout cas de la grande image qui fait que c'est pas, même s'il a des côtés émouvants et touchants, c'est quand même un type qui détruit tout autour de lui, qui tue tout ce qui lui est cher et qui finit lui-même dans un bain de sang. Moi je suis Tony Montana. Vous baisez avec moi les champions. Et alors, qui est toujours là, hein? Approche, c'est l'enfoule, t'as foutu balle. Au revoir. Vas-y, je mets l'enfile, ta balle de merde. Fais-la avec ta grosse balle, et puis je mets la carte de balle à la con. Si tu prends la morale de Scarface, le crime, ça paye pas. Tu vois? Et ça, pour moi, c'est... Même moi le premier, on a tous retenu ce qu'on a voulu retenir. Tu vois, la réussite, les belles voitures, les villas, les femmes, les ceci, cela. On a oublié à la fin. On a oublié qu'est-ce qui lui arrive à la fin, tu vois. Et le fait qu'il meure à la fin, ça te montre bien que ces histoires-là, elles se terminent toujours mal. Nous, on le sait, tu vois ce que je veux dire? On le sait. Après, comme on dit, on espère s'arrêter avant. Maintenant, on sait jamais, tu vois. Tu peux toujours faire comme Alino, il aime bien dire. Voilà, quand tu fais la transac de trop, c'est la case prison, tu vois. Ou une affaire qui tourne mal, c'est le pruneau. Les gens qui s'engagent dans le business ou qui participent à un certain moment donné de leur vie à ces économies souterraines, ils ont tendance à se retrouver tous au même endroit, c'est-à-dire en prison, au mieux, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont morts. Et je pense que ce qui touche aussi dans le film, c'est l'expérience de la mort. Quand t'as la vingtaine, tu crois que c'est l'histoire sans fin, quoi. Tu vois? On vit dans le présent, demain c'est loin, comme dirait Ayam. C'est quelque chose qui n'est pas du tout une évidence. Donc forcément, il y a cette espèce de côté... Aujourd'hui, il se passe ça, demain, on ne sait pas. La mort est toujours au coin de la rue, toujours en embuscade. Et c'est vrai que c'est un thème dans les chansons qui revient très très régulièrement. Dès que je fais ce morceau, ça part en lieu. J'invite les mecs de Tess à faire cavaler les keufs. Fous la merde s'il le faut, sur les ciseaux. Que les keufs et les physios arrêtent de jouer les schizos, je répète. Dès que je fais ce morceau, ça part en pride. C'est le retour du 9-5 dans un putain de drive-by. Fous la merde, c'est sur le push-tac. Ça coule, que ça touche, car tout part comme sur Tupac chaque jour. Dès que je fais ce morceau, ça part en steak. Si tu veux qu'on parle, on parle en chèque. Que je me barre en jet. Dès que j'ai vidé mes noix, nettoie. Me force pas tes doigts si à rentre pas chez toi. Dès que je fais ce morceau, ça part en boom bang. Fallait pas me laisser sortir les couilles pleines. Autour du micro, les douilles traînent. Mon bootleg, c'est un coup de pèse. Tu vois, t'as des ouvriers, ils ont les mains sales. Parce que, je sais pas moi, ils changent des pneus toute la journée, ils font... Moi, j'ai eu les mains sales d'une autre manière, mais parce que je savais que c'était le seul moyen d'arriver à ce que je voulais. Il n'y avait pas le choix. C'est-à-dire que si tu vois que moi, nous, on te fait des trucs, on rappe Tony, moi, je rappe ce qui me ressemble, moi. Moi, dans ma tête à moi, c'est simple. Les options, elles sont limitées, de toute façon. Moi, j'ai choisi ma voie. J'incite personne à prendre la mienne. Moi, je sais comment elle se termine. Et comme il t'a dit tout à l'heure, c'est à moi seul de décider jusqu'à où je vais aller. Pourquoi aller se faire chier à bosser pour tant par mois quand tu vois qu'un mec comme Scarface, il fait tant par jour? Tu vois?
Maintenant, il faut savoir que quand tu veux pas rester sur la route principale et tu veux prendre un raccourci, faut le connaître ce raccourci, sinon il risque de se terminer en cul-de-sac et ça tu te rends compte que quand t'es dedans. Hé, surveillant! Hé! Surveillant! Kader, tu vas me promettre un truc. Tu vas faire dehors, te battre. Tu vas te battre. Pour voir grandir tes mômes. Pour pas venir ici. Ça abîme trop ici. Je veux pas te voir te pointer dans cette urne. Surveillant! Bah, quand j'étais plus jeune, c'est « Waouh, Tony, il est fort, waouh, Tony, ceci, cela, j'aimerais bien être comme lui ». Mais à la finale, en grandissant, non, on ne souhaite pas justement finir comme lui, même si c'est un film qui est extraordinaire dans le scénario, etc. On n'aimerait pas finir comme lui, c'est-à-dire assassiné, mort. Entre 20 et 25 ans, le mythe s'écroule. C'est-à-dire le mythe de l'argent facile s'écroule parce que tous les chemins mènent en prison. Et parce que aussi ça coûte cher. Ça coûte cher pour soi, ça coûte cher pour sa famille, pour ses proches. Bon, ça coûte cher aussi en termes de condamnation. Et à ce moment-là, ils prennent conscience que c'est vrai que leur vie n'a pas été facile. C'est vrai que l'école, ils ont un peu zappé, qu'ils ont cru trouver une solution dans le business et faire de l'argent facile. Et que c'est pas le cas, que c'est plus compliqué. Et ils veulent à ce moment-là prendre une autre voie, s'en détacher. Et là, on voit quand même que c'est compliqué de prendre sa distance avec le quartier parce qu'il y a des gens qui cherchent à les ramener. Mais tu vois bien, la société française, elle veut pas de toi, c'est pas fait pour toi et tout ça. Viens donc avec nous. J'attendais inconsciemment depuis des années d'avoir l'occasion d'exprimer ce que je pensais de Scarface, qui avait tellement influencé des jeunes qui trouvaient que c'était tellement cool et tellement in, alors que c'est le chemin de la mort, quoi. C'est le chemin de la mort, et si t'es assez cultivé ou t'as assez de jugeote pour te rendre compte que ça, c'est un constat dramatique, bon ben tu le prends comme tu dois le prendre. Mais quand t'as pas ça, tu te dis waouh, tu vois. Et puis plein, je suis sûr, se disent « Ouais, mais bon, Scarface, il s'est fait tuer à la fin, mais t'inquiète pas, moi, je finirai pas comme lui. » Et tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, tu peux rien leur dire, ils ont réponse à tout. Aujourd'hui, tu rentres dans un hall d'immeuble, tu vois 3-4 générations en train de fumer des ouinges ensemble. Tu vois, un mec de 40 ans avec un mec de 20 ans et l'autre de 16 ans. Et le mec de 16 ans, au début, il va te faire ça un petit peu, après il va te faire ça, et demain, il va te mettre une baffe, tu vois, il va prendre la confiance. Il n'y a plus de respect. Nous, la cam à Saint-Denis, c'était interdit. C'était un truc tabou, c'était interdit, tu vois. Aujourd'hui, c'est banal. Et on est rentré dans un truc que moi, à mon époque, la cocaïne, c'était de la cam. On appelait ça de la cam. Aujourd'hui, ah non, la cocaïne, c'est pas de la cam. C'est l'héroïne, c'est de la cam. Tu vois un peu les mentalités, comment ils évoluent. Et ça, c'est pas bien. Je pense qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui se sont identifiés dedans et qui, en plus de ça, ont voulu surpasser ce film. C'est-à-dire qu'être être acteur de ce film. Voilà, ils ont carrément voulu que leur vie soit Scarface. Et dans ce cas-là, je me dis non, là, les gars, vous n'avez pas compris. Justement, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire de la pensée que veut véhiculer le film. C'est-à-dire qu'il vous montre voilà, comment ça se passe les choses. Mais c'est pas pour ça que voilà, faut rentrer dedans et faire comme dans le film, quoi. La fiction qu'on découvre dans Scarface, c'est vrai, parfois un petit peu rattrapée par la réalité du ghetto, où il y a aussi, comme dans le film, une grande violence. Et c'est vrai que le monde du rap, on le sait très bien, est un monde qui a été marqué par la violence. La mort de Tupac Shakur, de Notorious Big, de plusieurs autres artistes, la mise en prison de certains, le côté très mauvais garçon de cette musique, qui fait d'ailleurs qu'elle fascine autant qu'elle fait peur. C'est ça aussi que je reproche à certains rappeurs, hein. Pour vendre, ils sont un peu comme les médias. Pour vendre, ils disent ce que les autres veulent entendre. Voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est dur, j'ai tout cassé, j'ai tout fait. Et une fois qu'ils sont, on va dire, stables financièrement, là on commence à dire, oui, les jeunes, faut pas faire de bêtises, faut pas faire ça.
Mais on ne peut pas être contradictoire aussi rapidement. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils prennent conscience, et s'il y en a beaucoup qui ne prennent pas conscience de ça, qu'ils ont ils ont un fort impact sur les jeunes. Énorme. Mais vraiment énorme. Et des fois, les politiques, ils réagissent comme les enfants de 13 ans, ils réagissent au premier degré. C'est-à-dire qu'un rappeur qui va dire, voilà, moi, c'est ça, je nique ça, etc. Un enfant de 13 ans va dire, oui, il a raison. Et un policier va dire, mais vous voyez, c'est grave ce qu'il dit, il n'est pas intégré celui-là. En fait, il se plaît pas ici, il veut tout niquer. Les hommes politiques, en France surtout, se sont toujours servis du rap de façon très commode pour soutenir des politiques sécuritaires ou pour marquer le trait. On l'a vu récemment avec certaines affaires, avec le ministère de l'Intérieur. Ça remonte pas à hier. Des groupes comme NTM, La Rumeur ont toujours eu ce côté justement bouc émissaire, parce que le rap, c'est facile de dire, regardez, ils incitent à la violence. Ça serait tout aussi facile de dire, ils sont témoins d'une violence qui est réelle et dont ils sont en quelque sorte les porte-paroles ou les illustrations. Maintenant, c'est le même débat, c'est toujours le même débat. D'où vient la violence? Est-ce qu'elle vient de ceux qui la racontent ou est-ce qu'elle vient de l'endroit où sont nés ceux qui racontent cette violence, en l'occurrence les rappeurs? J'ai connu la galère comme beaucoup de frères. Des histoires avec des connards. Trop dans l'illégal, l'État m'a traqué comme un chacal. J'ai fait mal, on m'a fait mal. Le flingue à la main avant le stylo. Le temps pas le bombe, on n'efface pas les barreaux. Haïti là d'où je viens, j'ai fait la queue au milieu de putain de racistes cousins. Sans papier, dépénalisé. Je marie Le Pen, lui, la t'aurait pété. On se balade dans le désespoir. Des frères qui tombent, des sœurs putain qui font le trottoir. Élevés dans le chaos au quotidien. On a la rancœur, c'est pour ça qu'on les insulte bien. Pas de place pour les rêves. Comme ça, on nous a cassé même les pieds ici. Frappez les dames, ils ont blessé les enfants. C'est juste là, elle a accouché ici. Ça, c'est normal. On dit un pays de droit. Ça, c'est normal, ça. Ils ont tapé femme enceinte. Juste là, elle a accouché ici. Ça, c'est normal. Et puis, on dit pays de droit. La petite, elle pleurait. J'ai dit, monsieur, je vous en prie, je veux juste le lait de mon bébé, je vous en prie. Il dit, non, pas question. Il dit, ferme ta gueule. J'ai dit, ferme ta gueule. Quand je m'approche, je me tape. On dit les CRS sont là pour protéger, ils sont là pour frapper. Non, mais nous, on a peur maintenant. On a peur. On n'a plus confiance à personne. Il faut parler, il faut discuter, il faut négocier. Mais on ne fait pas des coups comme ça, on ne tape pas des mères de famille. Pour juste avoir un logement, on nous traite de cette façon. C'est pas juste, quoi. C'est pas normal. On vit ici, on grandit là. On a été à l'école ici. Et pourquoi on n'a pas les mêmes chances que les autres? Et après, on parle d'égalité. J'ai été scolarisée depuis l'âge de 15 ans. Et ça fait plus de 6 ans que je travaille. J'ai toujours demandé un logement. Et j'ai toujours rien eu. Voilà, j'ai toujours rien eu. Et il faut faire quoi pour avoir un logement? Quand on travaille, on paye les impôts. Il faut faire quoi pour avoir ses droits? Quand vous avez un gamin de 5-6 ans qui voit que voilà, il y a des CRS qui s'acharnent sous sa maman et qui ne veulent pas lâcher prise, excusez-moi, ce gamin, il va rester toute sa vie marqué par ça. Et chaque fois qu'il va voir un CRS, bien évidemment qu'il va se rappeler comment ils ont traité sa mère. Évidemment que ça crée de la frustration à partir du moment où on a l'impression qu'il n'y a pas de voie possible pour changer cette situation. Et lorsqu'on pense que c'est bloqué, il y a deux attitudes possibles. C'est soit la passivité, en se disant ça sert à autant ne rien faire puisque ça ne sert à rien, ou alors c'est la violence autodestructrice d'ailleurs en règle générale. Et malheureusement, dans une société qui laisse une partie de sa jeunesse être dans ce type de construction, c'est quelque chose d'extrêmement grave et qui est de bien mauvaise gouvernance. Il faudra se poser la question, comment on veut la France? Parce que moi, le petit bébé de 6 mois là, qui était par terre, c'est un Français, lui. On le traite comme ça à l'âge de 6 mois. Et après?
Tu vois, le matin, les premiers RER, tu sais, de 5 heures et tout, ils sont remplis de gens de banlieue parce que c'est eux qui bossent, tu vois. Donc voilà, quoi. Ça, faut pas l'oublier. On est toujours en train de parler de la banlieue comme quoi il y a le crime et tout. Mais voilà, il y a un nombre de bosseurs de ouf. Mais ça, personne n'en parle, tu vois. Les banlieusards, on est des immigrés en France. On est notre race maintenant. Et ça, c'est dingue. Hein. Ça, c'est fou. On laisse le chien mourir de faim. Et le jour où il nous mord, on le tue parce qu'il nous a mordu. Mais si on l'avait donné à manger et qu'on en avait pris soin, il n'aurait peut-être pas eu à faire ça. Tu sais, les gens des quartiers populaires, il faut les prendre avec les sentiments. Pas dans le... Tu prendras tout. Les gens des quartiers populaires, si tu arrives avec de l'amour et réellement des sentiments, tu obtiendras tout d'eux. Vraiment, hein, l'intelligence est haute, tu obtiendras tout d'eux. Si tu le prends avec un langage guerrier, et ben, eux, c'est des guerriers dans l'âme, ils ont grandi avec ça, ils ont grandi dans le combat, ils ont grandi dans la confrontation et autres. Et ben, ils vont se mettre dans ton mode, quoi. Tu vois, ils vont